Aujourd'hui, quand on parle de carnaval, on a tout de suite des images de strass, de paillettes, de costumes colorés, de grandes plumes. Ce sont ces touristes qui, sur la place Saint-Marc à Venise, se promènent avec des masques dont certains peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut, vous savez, et les jongleurs, les échassiers. On pense bien sûr au carnaval de Rio, au Brésil, à Rio de Janeiro, avec son sambodrome, avec ses fêtes et ses danses qui durent jusqu'au bout de la nuit. Le carnaval, c'est aussi le carnaval de Nice, avec ses grosses têtes, les carnavals de la Côte d'Azur, les batailles de fleurs. On pense au carnaval de Dunkerque, avec son jeté de harengs. Bref, tout ça, c'est une sorte de folklore un peu touristique. On fait la fête, on s'amuse, on se déguise, et l'on ne sait plus pourquoi. La vérité, c'est que le carnaval, c'est beaucoup plus sérieux que ça n'en a l'air. Le carnaval, à l'origine, a un rapport direct avec la transgression. C'est la fête transgressive par essence. Ça nous ramène dans la Grèce antique. Dites-vous que, autrefois, dans l'époque mythologique de la Grèce antique, il y avait 2 types de fêtes. Il y avait les fêtes qui étaient placées sous l'égide du dieu Apollon, les fêtes lumineuses de l'ordre, on les appelle les fêtes apolliniennes. Et puis, il y avait les fêtes dionysiaques, qui elles étaient donc, comme leur nom l'indique, sous l'égide de Dionysos et qui étaient vouées au désordre, à la pagaille, au brassage, à tout ce qui bouge et remue. Eh bien, le carnaval, dans son essence, c'est d'abord et avant tout une célébration dionysiaque. On en a un bel exemple dans la Rome antique. On était à la fin de l'année, on était à l'époque au mois de décembre. Au mois de décembre, il y avait les Lupercales à Rome et il y avait ce qu'on appelait les Saturnales. C'était une grande fête absolument frénétique à laquelle participaient notamment les plus jeunes dans la population. Et ils avaient tous les droits. Tout était autorisé. Les autorités ne punissaient pas pendant cette période. Ce qui veut dire d'ailleurs que les crimes avaient une forte tendance à augmenter pendant la période des Saturnales. Pendant les Saturnales, les esclaves viennent manger à la table des maîtres. Pendant les Saturnales, les grands personnages de l'État, les sénateurs, les licteurs, cèdent leur place au roi de la fête, cèdent leur place à des espèces de bouffons avant la lettre, des fous. Et ce personnage du roi de la fête, ce personnage du fou, il nous indique d'une certaine manière ce qu'il y a de dément, de volontairement dément et de maîtrisé dans cette démence au moment de la Saturnale, qui plus tard va devenir le carnaval. Parce que le carnaval chrétien est l'héritier direct de ces fêtes d'inversion des valeurs telles qu'on les connaissait dans la Rome antique. Alors, on peut s'imaginer que dans une société chrétienne, pacifiée, policée, on a besoin de temps en temps d'une soupape de sécurité. Vous savez, quand la pression sociale devient trop grosse, eh bien, il faut que ça sorte. Il faut pouvoir, d'une certaine manière, se défouler. Le carnaval est un défouloir. Le mot carnaval, d'ailleurs, ça vient de carne levare. C'est le moment où on enlève la carne, la viande, où l'on ôte la viande des tables avant le carême. Vous savez que pendant toute la durée du carême, on fait maigre. Le carême, ce sont les 40 jours, en dehors des dimanches, qui précèdent Pâques. Ce qui veut dire que le carnaval, en fait, il dure en gros de l'épiphanie, le 6 janvier, jusqu'au Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est la veille du mercredi des cendres, c'est-à-dire le premier jour du carême. Alors je ne peux pas vous donner de date parce que, évidemment, Pâques se promenant sur le calendrier, vous savez, en fonction des cycles lunaires, eh bien, de la même façon, 40 jours avant, on peut dire que le Mardi Gras aussi se promène. Il y a des carnavals qui sont plus ou moins longs en fonction des années. Ce qui est certain, c'est que pendant cette période du carnaval, tout est permis, tout ou presque. Et notamment lors des grandes fêtes carnavalesques du Moyen-Âge, on a vu des choses absolument inouïes se produire. On a vu des cochons ou des ânes que l'on installait à la place des juges. On a vu des cérémonies complètement frénétiques et démentes, avec des cavalcades à n'en plus finir. Tout ça a eu tendance à diminuer avec l'avancée de la raison, avec l'avancée de ce qu'on appellera plus tard les Lumières. Au moment de la Renaissance, le carnaval va perdre un petit peu de son sens. Il est un peu moins dément qu'il était. Par exemple, si vous allez à Florence, au moment de la Renaissance, à l'époque des Médicis,
dans cette Florence magnifique et somptueuse, eh bien, le carnaval n'est plus cette fête des fous, cette fête de l'inversion des valeurs et des hiérarchies. À ce moment-là, à Florence, le carnaval devient au contraire une sorte de grande fête très majestueuse, très réglée à la manière d'une chorégraphie de ballet, parce que d'une certaine manière, la raison a pris le dessus. Il y a une autre grande ville de la péninsule italique où cette raison prend le dessus et où le carnaval va changer de sens, c'est Venise, bien entendu. Alors je ne vais pas revenir sur le carnaval de Venise, je m'y appesantis ailleurs, mais il est évident qu'à Venise, le carnaval prend des proportions invraisemblables. De même que le carnaval s'est étendu dans l'espace à Florence, en devenant en quelque sorte un gigantesque ballet à l'échelle de la ville entière, de même, à Venise, le carnaval s'est étendu dans l'espace puisqu'il commence au tout début de l'année, juste après Noël, et qu'il va durer très loin dans le printemps jusqu'aux grandes cérémonies du Doge de Venise, des cérémonies qui ont lieu généralement au mois de mai, voire même au début du mois de juin. Donc ça fait un carnaval qui dure quasiment la moitié de l'année. Et vous savez que dans le carnaval de Venise, le principe est qu'on avance masqué. Il ne s'agit donc plus tout à fait cette fois d'inverser les valeurs collectives de la société. Il s'agit de donner plus de licence et plus de liberté aux individus au sein même de la société. Et vous voyez l'individualisme qui s'installe progressivement dans le monde renaissant et dans le monde de l'âge classique. Quand vous allez aujourd'hui à Venise, il reste des souvenirs très forts de ce carnaval qui était un carnaval de l'anonymat, un carnaval de la licence et du plaisir. Mais disons les choses, aujourd'hui, c'est le costume, c'est le déguisement, c'est la parure et la parade qui priment un peu à la manière du carnaval de Rio. J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, d'aller visiter des écoles de samba à Rio. Pour tout vous dire, j'ai été très surpris de ce que j'ai vu. Je pensais, moi, quand on arrive dans cette ville, là encore, extrêmement débridée, avec cette fête dont le rythme est déchaîné pendant des semaines entières, j'imaginais que tout ça était en partie improvisé. Pas du tout. Chaque quartier de Rio a son école de samba, chaque école a ses règles, a son organisation, son budget, ses conseils. Tout ça est en train de devenir une sorte d'industrie du plaisir et de la fête, industrie à laquelle participent bien volontiers les touristes qui affluent du monde entier. On est loin quand même là du carnaval tel qu'il existait à l'origine. Si ce que je vous raconte vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permettra de vous prévenir de la publication de nos différentes interventions. Qu'en est-il du carnaval dans la France d'autrefois, dans la France de nos ancêtres? Ce carnaval, disons-le, il doit être considéré de deux manières différentes. Vous avez la période de carnaval et puis vous avez la fête carnavalesque en tant que telle qui généralement intervient tout à fait à la fin de la période, c'est-à-dire soit le jour du Mardi Gras, soit l'une des journées importantes de la célébration. D'abord, la période du carnaval, c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est là que se sont développés au Moyen-Âge ce qu'on appelait les mystères sur les parvis des églises. Vous avez tous ces grands spectacles. Et puis petit à petit, le théâtre. Si vous regardez les théâtres parisiens, le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, le Palais Royal, enfin tous les célèbres théâtres qui se sont développés à Paris au début du XVIIe siècle, vous verrez que l'essentiel de leur activité se fait au mois de février, mars, début avril, c'est-à-dire précisément pendant la période du carnaval. Si vous avez la curiosité d'aller regarder la date de création des grandes pièces de Molière, de Corneille, de Racine, etc., vous verrez que la plupart d'entre elles ont été créées pendant cette période du carnaval. Oui, c'était une période un peu particulière, une période festive, une période où l'on s'amusait, où l'on consommait des produits sucrés, ce qui à l'époque était très rare, où l'on dansait également. Et ça va être l'origine des bals, et notamment des bals populaires. On va voir naître en février, en mars, ces bals qui sont en quelque sorte des émanations spontanées du public à l'origine. On n'organise pas un bal comme on organise une fête royale. Simplement, quelques musiciens, un parquet, un buffet, et voilà, on danse, on guinche, on s'amuse. Et je pense que cette dimension d'amusement est très importante. Aujourd'hui, dans les carnavals, on danse, on fait la fête, on se saoule, on se drogue, on dépasse les limites. Autrefois, dans le carnaval, d'abord et avant tout, on rit.
Et ce rire est un rire salvateur. Ce rire, il a accompagné nos ancêtres jusqu'à une période relativement récente. Il y avait encore au début du XXe siècle, au moment de Mardi Gras, une espèce de grande, de vaste rigolade qui s'emparait de toute la population. Et c'est intéressant de voir à quel point chaque ville avait ses traditions, ses habitudes, à quel point chaque ville avait son roi de la fête et son fou à lui, qui d'ailleurs souvent était une folle, car non seulement on inverse les valeurs hiérarchiques, mais on inverse également les genres, avec énormément de travestis et de travestissements qu'on retrouve dans les bals, de même qu'on retrouve les masques dans un certain nombre de bals masqués. Période de fête donc pendant ces longues semaines du carnaval. Et puis, il y a le jour carnavalesque en tant que tel, qui généralement donc est le Mardi Gras. Alors là, c'est véritablement, il faut imaginer à quoi ça ressemblait pour, imaginons, je sais pas moi, un habitant de Picardie au XVIIIe siècle. On se lève très tôt. Vous savez qu'aujourd'hui encore au carnaval de Bâle, on se lève à 4 heures du matin et on se promène dans la rue avec sa lanterne. Aujourd'hui encore, ça existe. Au carnaval de Cologne aussi, on fait ça. Le carnaval de Cologne qui est beaucoup plus porté, lui, vers la satire, vers la caricature d'une certaine manière. C'est un festival de la caricature. Le carnaval de Cologne. Bref, on se levait très tôt, on allait réveiller les voisins, on faisait des farces, on multipliait ce qu'on appelait à l'époque les charivaris. Les charivaris, c'est-à-dire ce sont des espèces de courses folles dans les rues où on se tient tous un peu comme des farandoles enfiévrées. Et tout ça ne fait que croître et embellir pendant toute la journée jusqu'à l'acmé où l'on finira par brûler le roi du carnaval et par revenir à l'ordre. Parce qu'après le désordre, il y a l'ordre. Et à Paris, me direz-vous? Ah, à Paris, le carnaval était entre les mains de ce qu'on appelait les corporations. Vous savez, les différents ordres professionnels qui s'organisaient, qui avaient leurs associations, qui avaient leur propre budget, qui avaient leurs habitudes et leurs coutumes. Et donc, le carnaval de Paris était un peu le prisonnier des différentes corporations, avec un moment très important, précisément c'était au Mardi Gras, le défilé du bœuf gras. Alors ce bœuf gras, c'était comme son nom l'indique, c'était un bœuf qui avait été engraissé, qui était particulièrement gros et gras, qui était magnifique, qui devait faire envie à tous ces gens, à une époque où on ne mangeait pas tous les jours tout à fait à sa faim, bien sûr. Le bœuf en question, il était couvert de passementeries, de parures, de rubans, de couronnes de fleurs, mais il était comme une espèce de char ambulant, et ce bœuf gras, on le promenait dans les rues. Quand je dis on, c'était souvent les étudiants qui faisaient ça, ils étaient habillés à l'antique, ils traînaient le bœuf gras et ils en profitaient pour faire la quête, pour faire toutes sortes de démonstrations, de joie, de danse dans les rues de Paris. Ce défilé du bœuf gras, il a été jusqu'au milieu, même jusqu'à la fin du 19e siècle, un véritable symbole parisien, un symbole de l'hiver parisien. Du bœuf gras au veau d'or, il n'y a qu'un pas. Et la question que j'aurais envie de poser en conclusion de toute cette affaire, c'est de savoir si finalement le carnaval ne serait pas par essence une fête païenne dans un paganisme assumé destiné à rendre encore plus sacré l'ordre habituel. Si tout ce que je vous raconte là peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à cette chaîne YouTube.